Bon, alors, bonjour tout le monde. Ici Youssef Guelache, fondateur d'Éduc Finance et prof au Cégep. Je suis aujourd'hui accompagné de Marilyn, qui va prendre le temps de se présenter. Oui, moi, je me présente Marilyn Gagné de Marilyn Miss Active et Économe. J'ai une page Facebook depuis 2 ans. Je suis coach Beachbody aussi. Je suis directrice du marketing dans une école aussi des métiers de la construction. Wow, génial, super. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler un peu de finances. Et pour commencer, peut-être nous expliquer comment t'es venue l'idée de créer ta page Miss Active et Économe. Oui, bien sûr. L'idée est venue du fait qu'il y a 4 ans, on avait des projets d'agrandissement de maison, on a rencontré une planificatrice financière. Ouais. Quand elle a fait le constat de notre bilan financier, elle s'est rendue compte qu'on avait 16 000 de dettes, mais juste des dettes, tu sais, de carte de crédit, marge de crédit, etc. On a fait un petit peu le saut. On a pris le temps de gérer tout ça. Et la planificatrice financière ne nous a jamais rappelé. Seigneur, on a tellement de dettes qu'elle ne veut rien savoir de nous aider avec notre projet d'agrandissement de maison. Quand on est arrivé aux vacances là, de Noël, on a 2 semaines de congé, j'écoutais la télé, une émission de couponing. Là, je me suis rendu compte qu'ils économisaient énormément d'argent avec juste des coupons, puis tu sais, t'es capable d'arriver avec une épicerie qui coûtait au départ 2000, puis ça leur coûtait 5 à la fin. J'étais comme, il doit pas avoir une façon d'économiser sur l'épicerie. Mhm. J'étais assise avec mes circulaires, avec des coupons, à l'époque, moi et mon chum, ça nous coûtait 150 pièces par semaine chez Métro faire l'épicerie à deux. Ok. Puis quand je me suis assise puis j'ai fait tout ça, j'allais faire l'épicerie, puis ça nous a coûté 66 J'ai fait OK. Wow. Ça ne veut pas dire qu'à chaque semaine, je vais arriver à 66 C'est quand même beaucoup de travail. Mais je me suis dit, il y a quand même une façon, je pense, de faire que ça coûte un petit peu moins cher en faisant un peu plus de planification, on va dire. Ouais. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on y allait genre 3 fois par semaine à l'épicerie. On mangeait ce qui nous tentait quand ça nous tentait. C'est ça, donc j'ai commencé à faire ça pour moi. Pendant 2 ans de temps, je l'ai fait, puis ça nous faisait économiser à peu près 2600 pièces par année. Wow. Puis là, je suis devenue coach, puis je me suis dit, je vais le partager à mes propres participantes. Mhm. Eux autres qui ont des fois 2, 3, 4 enfants, économisent environ 2000, 3000 pièces par année sur leur épicerie grâce à cette petite formule-là qui est bien simple de juste bien manger, puis checker les circulaires, checker les imbattables et tout ça. C'est là que l'idée est venue, puis ensuite, je me suis dit, tu sais, je vais rajouter d'autres trucs pour économiser à travers Ouais. ma page. Wow, génial. Puis, dis-moi, est-ce que tu utilises l'application Flip? Ça te dit Oui, quelque chose? exactement. C'est ça qu'on utilise pour faire les imbattables. Fait que là, ça t'a sauvé du temps là, par rapport à avant, les circulaires papier, là. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça n'existait pas au début quand je l'utilisais, le flip. En fait, ça a commencé, mais c'était moins bien fait, là. Ouais. Ouais, puis j'avais l'air un peu moins bizarre à l'épicerie. J'avoue. Cool. Ben, super pour le truc. Puis quand tu dis planification, moi aussi, je conseille souvent la planification, là. Vous, est-ce que vous faites comme un menu de la semaine ou vous cuisinez comme 2 fois par semaine? C'est quoi? Non, c'est vraiment un menu de la semaine avec généralement pas mal toujours les mêmes déjeuners qui reviennent, mais à chaque semaine, c'est toujours des nouveaux déjeuners, des soupers différents, puis des fois, c'est 2 ou 3 dîners. La fin de semaine, un autre dîner différent. C'est toujours des nouvelles recettes, moi, que je donne à mes participantes pendant 1 an. Donc, le but, c'est de maximiser ta semaine. Les produits qui sont vraiment spéciaux cette semaine, c'est ça. Fait que tu vas maximiser ces produits-là, comme ça, il n'y aura pas de gaspillage. Mais après ça, ben, ça ne revient pas, là, cette recette-là. Fait que, ça se peut que tu manges 2 fois la même recette de poulet dans la même semaine, mais elle ne revient Mhm. pas pendant 1 an, cette recette-là. OK. Super. Puis si je veux avoir accès à cette liste-là ou ces recettes-là, c'est comment? Ben, pour l'instant, c'est juste mes participantes de Beachbody qui ont. Ah, OK. Mais bientôt, éventuellement, je vais offrir mes menus économes seulement là, sur mon site Internet. Ça s'en vient dans quelques semaines. OK. Super. On va espérer y avoir accès bientôt. Puis dis-moi, c'est quoi tes autres trucs pour économiser? Là, tu as parlé un petit peu plus du budget comme repas. Puis c'est quoi tes autres trucs pour économiser? Justement, tu sais, tu parlais, vous aviez une dette, fait que là, j'imagine que vous l'aviez remboursée, fait que vous étiez plus économe, mais il n'y a pas que la nourriture où on doit être économe, là?
Exact. Bien, c'est sûr que nous, il y avait quelques dépenses qui étaient vraiment des dépenses complètement inutiles qu'on a écartées de notre budget. On s'est vraiment assis pour regarder, bon, OK, où l'argent sort à chaque mois. Puis, il y a une bonne partie que c'était le fait que mon conjoint allait chez Tim Hortons à chaque jour. Ouais. Fait que j'ai dit, écoute, chérie, qu'est-ce que t'en penses si je commence à cuisiner des muffins? Au départ, on a essayé la transition Costco, les muffins chez Costco, mais honnêtement, ça revenait quand même cher, puis c'était surtout excessivement gras. Là, j'avais pas envie qu'ils pètent une crise du cœur. Donc, je me suis dit, je vais les cuisiner moi-même. Puis à ce moment-là, on a fait une économie aussi très importante. Là. J'ai calculé récemment, je ne me rappelle pas le montant fixe, mais c'est environ 800 par année là, qu'on économisait vu qu'il n'y allait plus chez Tim Hortons. C'est un gros montant encore là. Ouais. Ensuite, tu sais, les dépenses, il achetait beaucoup de films, de Blu-ray, les nouveautés, on a coupé ça. Moi, j'ai coupé dans les vêtements. Tu sais, essayer de refaire des kits avec déjà qu'est-ce que j'ai comme vêtements au lieu de toujours vouloir m'acheter les nouveautés, les nouveautés, les nouveautés. M'abonner aux infolettres aussi, des boutiques que j'aime beaucoup pour savoir qu'exemple, Suzy Cheer font des promotions chaque jeudi, quasiment un jeudi par mois. Ça m'a permis d'acheter mes vêtements à 40 de rabais. Donc, comme ça. Mais la chose aussi qu'on a énormément coupé, c'est arrêter d'aller au restaurant pendant à peu près 2 ans pour être capable de nous payer notre première maison. Cool, bravo. Puis justement, j'avais des petites questions par rapport à ça, parce que je sais que tu es en déménagement, rénovation. Oui, ça paraît maintenant. Ouais, La maison n'est pas finie. j'ai pas voulu le dire, là, mais. Donc, mais juste avant, ben tiens, parle-nous un petit peu du projet, puis je te poserai mes autres questions après. Justement, comment vous êtes arrivé à faire cette acquisition-là? Là? Oui, bien, premièrement, on s'est acheté notre première maison, j'avais 22 ans. Là, en ce moment, j'en ai 29, juste pour faire une petite histoire courte. Puis, je suis partie en appartement, moi, j'avais 16 ans. Puis, je vivais vraiment là, de scène à scène, de paye à paye. C'était assez fou comment que j'étais vraiment peu fortunée. Puis, je trouvais ça stupide de payer dans le beurre pour un appartement. Personnellement, c'est ma philosophie de pensée. Puis mon conjoint, quand on a commencé à sortir ensemble, ça faisait 1 an qu'on était ensemble, on a fait comme 2 appartements. Puis on s'est dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais il me semble que ça serait bien mieux d'investir dans une maison. Ouais. En plus, avoir la liberté d'avoir son propre stationnement, son terrain. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, allons-y pour ça. Mais on n'avait pas d'argent. On avait à ce moment-là aussi quand même des dettes. Fait que moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait engager à 2 autres endroits. Donc, j'avais 3 emplois en même temps. On a acheté notre maison en janvier, puis on embarquait dedans en juin. Fait que pendant 6 mois de temps, j'avais 3 jobs. Je travaillais non-stop pour être capable de payer la maison. C'est là qu'on a arrêté les muffins de Sébastien, les films. Puis, mon conjoint, lui, de son côté, il a rappé. Okay. C'est comme ça qu'on a été capable d'avoir notre mise de fonds. On a quand même rentré avec la SCHL, donc l'assurance hypothécaire, parce qu'on n'avait pas assez de mise de fonds pour notre première maison. Puis ensuite, ben, cette maison-là, elle avait un pas pire terrain. On avait 32 000 pieds carrés de terrain, mais c'était pas assez pour nous. Fait que pendant 5 ans, on a magasiné, même si on venait juste de s'acheter cette maison-là, une autre maison. Parce qu'elle, on voulait peut-être l'agrandir, mais comme j'ai raconté tantôt, la planificatrice financière, elle nous a dit « Vous n'êtes pas capable ». Fait qu'on a cherché autre chose, puis on a trouvé cette maison-ci qui a 1 060 000 pieds carrés de terrain. Wow. Okay. Fait qu'on est vraiment bien. Nous, on a un petit grand terrain. Wow. Puis, par contre, la maison n'était pas terminée. Donc, ça nous a permis de négocier le prix de la maison. Puis, mon conjoint est charpentier menuisier, donc on savait qu'on la fermait puis on la terminerait à notre goût. Mais... C'est excuse-moi, oui? C'est un achat sous forme d'autoconstruction ou c'est un financement spécial, ça, non? Non, c'est ça, c'est pas autoconstruction parce qu'elle elle était comme ça. Donc, il y avait quand même fini au rez-de-chaussée, le sous-sol aussi quand même avancé. Donc, elle était en construction, mais tu sais, le monsieur, ça faisait comme quelques années qu'il la construisait. Là. OK, je comprends. Okay. Fait que le financement, c'était un financement classique, là. Classique. Donc, dans les 2 cas, on a fait vraiment, justement, préautorisation à la banque. Puis, on s'est vraiment arrangé, par contre, parce que qu'est-ce que j'aime pas des préautorisations à la banque, c'est qu'ils vont vraiment regarder ton ratio d'endettement et calculer comment ton épicerie te coûte. Si tu fais des voyages, si tu as un train de vie comme plus
hors, Je comprends. plus haut de gamme, je sais pas comment dire ça. Ouais. C'est ça, puis tu sais, ils vont vraiment juste regarder ton endettement, ton auto, puis ta taxe scolaire, etc. Donc, moi, je savais que oui, on était capable d'aller plus haut, mais qu'on ne voulait pas nécessairement payer plus parce qu'on avait quand même envie de vivre, tu sais. Pas être pris à la gorge, qu'on appelle. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que on a pris le financement régulier à la banque, puis on a vraiment calculé le fait que notre ratio d'endettement, on était capable, oui, d'aller chercher plus, peut-être pour l'achat d'une maison, mais on voulait quand même continuer à vivre. Donc, on a acheté notre première maison, notre deuxième maison de cette façon-là. Puis là, ben, on entame les projets de rénovation. Puis là, à ce moment-ci, ben, on a pris un autre prêt supplémentaire pour faire les travaux. Mais attention, je veux juste donner un conseil, c'est vraiment d'être super clair que vous faites des travaux sur votre maison quand vous faites une entente à la banque, parce que nous, la personne à la Caisse de Jardin, elle n'avait pas compris qu'on voulait terminer notre maison puis la rénover. Donc, elle ne nous a pas donné un prêt supplémentaire pour le faire à cet instant-là. Donc, il a fallu par nous-mêmes mettre de l'argent de côté pour prouver à la caisse qu'on était supplémentaire. On a travaillé encore fort, puis on y est arrivé. OK. Ben, c'est pour ça que je te posais la question, parce que veux pas, si tu as besoin d'un prêt supplémentaire. C'est pour ça que je t'ai parlé d'autoconstruction, parce que je sais qu'il y a des prêts où justement on t'avance en fonction de l'évolution de tes travaux. Fait que c'est comme un prêt évolutif là, où on te débloque de l'argent à fur et à mesure de tes travaux. Puis tu peux justifier avec des factures et tout ça tes travaux. Là. Je pensais que c'était ce genre de financement-là que vous avez été, c'est pour ça. Bien, celui-là, oui. Donc, on a pris notre financement régulier pour la maison, puis là, finalement, on a réussi à avoir un autre prêt supplémentaire là, pour les travaux. Okay. Mais il y a une bonne partie que c'est nous qui allons payer avec l'économie qu'on a fait. Oui, parce qu'après, il faut que la banque réévalue la valeur de la propriété, parce que c'est quand même sa garantie à elle. Oui, exactement. OK, cool. Super. Puis dis-moi, comment vous fonctionnez au niveau de votre budget? Est-ce que tu fais un budget papier, Excel, avec une application? Puis comment vous gérez ça à deux? Bien, premièrement, je dois dire que j'adore ton application. J'ai été là merci. hier, puis j'étais comme, wow, avoir su que ça existait, ça. En fait, maintenant, c'est sûr que je vais utiliser ça. Moi, j'utilise Google Drive, fichier Excel, depuis maintenant 6 ans. Avant, je le faisais dans un fichier Excel régulier. J'ai commencé à faire mon budget, je pense que j'avais 17 ans parce que je suis partie de la maison à 16 ans, puis mes parents me donnaient quand même un petit montant d'argent pendant que j'étais étudiante. Donc, ce petit montant-là, il fallait que je l'utilise intelligemment. OK. Je ne l'ai pas toujours utilisé intelligemment. Mais on apprend. C'est ça, on apprend. Donc, mon budget, ça a toujours été une colonne dépenses et une colonne revenus, puis essayer de faire ça comme il faut et d'avoir le moins de dépenses possible dans ma catégorie dépenses. Puis ça me permettait de visualiser aussi à long terme parce que je le faisais toujours 1 an à l'avance. Okay. Donc, je mets toujours les mois avec les dépenses. Exemple, les plaques d'immatriculation. C'est des choses que les gens ne pensent pas payer. Puis, si tu le prévois 1 an à l'avance, tu l'écris que tu vas avoir tes plaques à payer, mettons, au mois de mai, ton permis en septembre, bien, il faut que tu le prévois dans ton budget. Ouais. J'aime faire là, 1 an à l'avance, puis ben, je m'occupe aussi maintenant du budget à mon conjoint. T'as pris en charge, là. Oui, vraiment. Cool. Puis c'est quoi qui te motive justement à faire le budget? Là? Vous aviez le projet de la maison, mais là, j'imagine que vous allez avoir d'autres projets éventuellement, peut-être? Oui, bien, premièrement, ça a toujours été les maisons qui nous ont, nous, motivés personnellement. On aime vraiment les voyages, donc c'est vraiment des quand même assez gros montants. Tu sais, la première fois, il fallait avoir 20 000 de mise de fonds. Maintenant, je visais à être capable, nous, de mettre environ 75 000, 80 000 de nos poches sur le projet sans avoir de prêt, en plus du prêt qu'on prend pour notre maison. C'est vraiment des gros projets ici, là. Donc, moi, ça me motive de savoir que tout notre argent, c'est investi dans l'immobilier au lieu de juste dépenser. À chaque fois que je fais des sous, ben, on le met de côté pour nos travaux dans la maison au lieu d'aller dépenser au resto, des choses. Oui, ça crée des souvenirs, là. Des fois, aller manger au restaurant ou faire des voyages, mais pour nous, on est vraiment bien ici. Fait que c'est comme ça qu'on le voit, là. OK.
Super. Puis je pense que tu avais des petites questions aussi pour moi. Oui, vraiment. En fait, justement, j'ai consulté ma communauté économe, puis Ouais. je leur ai demandé, bon, là, est-ce que vous avez des questions financières qui vous chicotent? La Ouais. première question, c'est quels sont les meilleurs investissements en 2019? OK. Bon, placement, ça, c'est une question un peu large parce que ça dépend du profil de risque de la personne, ça dépend de la situation économique. Maintenant, en ce moment, c'est une situation où il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Je vais faire d'ailleurs une vidéo dans les prochaines semaines. Là. Ça se peut bien que ce soit cette semaine parce que c'est une question qui revient souvent. Quel type de placement je devrais faire ou c'est quoi les produits de placement qui existent, qui peuvent être rentables? C'est sûr que quelqu'un qui s'y connaît moins, ce que je vais conseiller, c'est plus les fonds de placement. Donc, les fonds de placement, c'est quoi? C'est des portefeuilles de placement qui sont soit gérés par une banque, soit une compagnie d'assurance, ou encore des fonds négociés en bourse. Fait que là, c'est quoi des fonds négociés en bourse? C'est que tu trouves un compte sur un site de courtage et c'est tout simplement toi qui choisis le portefeuille. L'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de frais de gestion. OK? Maintenant, dans les portefeuilles, donc dans les fonds, tu as comme plusieurs fonds qui existent. Donc, c'est sûr qu'il faut faire des recherches, puis il faut prendre un fonds en fonction de son profil de risque. Donc, c'est quoi le meilleur placement? C'est sûr, ça dépend du profil de risque de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un portefeuille, à long terme, c'est ça qui va rapporter le plus. Dans le sens où ça va être diversifié. Oui, il y a des périodes où ça va monter, des périodes où ça va baisser, mais à long terme, c'est ce qui donne le meilleur rendement. OK? Puis, mettons que quelqu'un veut être autonome dans sa recherche, est-ce que tu conseilles vraiment d'aller à la banque ou c'est possible de trouver des informations sur Internet? Oui, mais en fait, si tu trouves un compte de courtage en ligne, tu vas avoir accès justement à la liste des placements, comme je parlais des fonds négociés en bourse. Tu vas déjà avoir accès à ça. Après, c'est de faire des recherches sur ça a investi dans quoi. Donc, tu vas avoir comme une fiche qui t'explique exactement dans quoi c'est investi. C'est sûr, ça prend un petit peu de base en placement. Là. Donc là, moi, je travaille là-dessus avec mon groupe L'argent ne dort jamais. Je veux justement éduquer un peu plus les gens au niveau des placements. Je vais parler un petit peu des catégories, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces portefeuilles-là. Mais c'est juste d'avoir une petite base, de comprendre un peu le risque derrière chaque type de placement. Ça t'aide à choisir le portefeuille en fonction de tes besoins à toi. Fait que c'est sûr, un portefeuille indiciel, par exemple. Ça, c'est le plus simple. Donc là, ça suit un indice boursier. Fait que ça peut être un indice canadien, un indice américain, par exemple. Ça, c'est des indices qu'en général, sur le long terme, ça va donner des très bons rendements. Fait que quelqu'un qui est prêt à prendre un peu de risque, voir son placement bouger, un fonds indiciel, c'est vraiment bon sans trop se compliquer la vie, en fait, avec peu de frais de gestion, comme je disais tout à l'heure. Okay? Fait que ça en est un. C'est sûr que l'immobilier, ça en est un autre. Encore là, il faut connaître un petit peu parce que tu le vis toi-même. S'il y a des rénovations à faire, en termes de coûts, ça peut être important aussi. Il y a tous les frais d'acquisition aussi. Fait que oui, l'immobilier, ça peut être une option d'investissement à long terme. Mais il faut faire attention aussi parce qu'on paye des intérêts, il y a des coûts de rénovation. Puis le marché immobilier, là, les dernières années, ça a été très bon, mais ça n'empêche pas qu'éventuellement, ça peut baisser, dépendamment, bien sûr, dans la région dans laquelle on investit. Mais ça peut rapporter je sais pas, un 4, 5, 6 par année à peu près, dépendamment encore une fois du contexte. Fait que ça, je te dirais, c'est les deux choix que j'irais. Après, on peut avoir des placements comme si on veut être très, très conservateur, des certificats de placement garantis. Fait que là, c'est des placements qui sont garantis par la banque. Là, tu as un rendement qui est plus ou moins connu d'avance. Il y a moins de risques par rapport à ça. Puis, quelqu'un qui a un peu plus de connaissances, lui, il peut lui-même construire son portefeuille de placement. Fait que là, il s'ouvre un compte de courtage en ligne. Puis là, il choisit les actions. Je vais mettre Bombardier dans mon portefeuille. Je vais mettre Apple, je vais mettre Amazon, des choses comme ça. Fait que c'est la personne elle-même qui va choisir ses placements. Mais ça prend beaucoup plus de connaissances. Quelqu'un qui n'est pas rendu là, qui pose d'ailleurs la question, en général, elle n'a peut-être pas encore les connaissances. Fait que je dirais un fonds, un portefeuille déjà construit pour vous, déjà diversifié. À long terme, c'est ça qui va être le moins de gestion par rapport à l'immobilier et qui peut donner des rendements super bons à long terme. C'est bon. Puis, juste. Je réponds bien à la première question? Oui, puis j'en ai une sous-question à ça. J'ai Ouais. qui me demandait, ben c'est bien beau, mettons, j'ai 400 000 d'investissement en immobilier. Est-ce que je dois me prendre des REER quand même? C'est sûr que je dirais, ça va dépendre du niveau de vie de la personne, mais moi je dirais oui parce que la valeur de la propriété à long terme, si tu as une maison qui vaut 400 000, mais arrivé à ta retraite, cette propriété-là devient
ton lieu où tu habites. Après, si tu comptes la vente, ben, il va falloir que tu te loges quand même. Fait que ça va te générer un coût. Fait que forcément, ton 400 000 ne tiendra pas forcément super longtemps parce qu'après, ça va dépendre en quoi tu vas l'investir. Puis, ton niveau de vie, en plus de tes frais d'habitation, ben, ça va te prendre une autre source de revenus pour compenser. On reçoit un petit peu d'argent du gouvernement, mais c'est un peu difficile à répondre parce que ça dépend du revenu de la personne. Ce qu'on considère comme conseil qu'on donne pour la retraite, c'est d'avoir une source de revenus à la retraite qui remplace à peu près 70% de tes revenus actuels. OK. Si je gagne présentement 100 000, ben, je m'assure qu'à ma retraite, j'ai 70 000 de revenus annuels qui rentrent pour avoir à peu près le même niveau de vie, bien sûr. OK. Si je gagne 35 000 en ce moment, ben, je m'assure d'avoir un 35 000 par année. Fait qu'un 70%. Fait qu'un 400 000, si tu retires, je sais pas, 50 000 par année avec un rendement, ça peut s'épurer assez vite, là. Donc, je te dirais, ce serait de calculer, mais de ne pas dépendre juste de l'immobilier, au contraire, d'en mettre de côté. Puis après, c'est ça, ça rentre dans la planification en retraite, je dirais, là. J'avais une question plus personnelle, justement, Ouais. qui me vient en tête. Qu'est-ce que tu penses du fait de payer plus rapidement son hypothèque? Est-ce que c'est un bon coup, un bon move à faire financièrement? Euh, c'est sûr qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, je dirais, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ben, il y a deux philosophies. Il y en a qui vont dire, ben, je préfère payer ma dette, je m'enrichis en faisant ça. Sauf qu'au taux d'intérêt que l'hypothèque exige en ce moment, versus un placement, comme je disais tout à l'heure, à 6, 7, 8 de rendement, c'est sûr qu'avec les intérêts composés, un placement va te rapporter plus que ton hypothèque. Ça va. Après, ça va dépendre si c'est dans un compte enregistré, donc à l'abri de l'impôt ou pas. Euh, Moi, je serais tenté de dire c'est mieux de faire un placement si tu n'en as pas déjà de côté surtout. Donc, mais de jouer un petit peu avec les deux. Donc, d'avoir un versement, de diminuer surtout l'amortissement sur l'hypothèque, fait que de le mettre peut-être sur une durée un peu plus courte, mais de ne pas juste miser que sur l'hypothèque parce qu'une fois que tu as remboursé, parce que veux pas, le versement sur l'hypothèque, c'est comme une épargne forcée aussi, hein. Donc, tu payes ton hypothèque sur 20 ans, ben, c'est comme si ça t'oblige à payer un montant à tous les mois ou à toutes les 2 semaines. Est-ce que si tu rembourses ton hypothèque au complet demain matin, est-ce que tu vas mettre le même montant d'argent de côté dans des placements? Ben, ça rentre Mhm. aussi dans la réflexion. C'est est-ce que je vais être aussi discipliné à mettre de l'argent de côté sous forme de placement que je le fais présentement dans ton hypothèque? Parce que je veux pas, quand c'est une hypothèque, tu te sens obligé de faire le versement. Fait que je te dirais, ça dépend des taux d'intérêt. En ce moment, c'est plus favorable de peut-être faire un placement parce que ça rapporte plus que les taux qu'on a. Mais éventuellement, les taux d'intérêt sur les hypothèques risquent d'augmenter. Et éventuellement, ce dilemme-là va être plus, je dirais, plus difficile à faire parce que là, ça va peut-être mieux valoir le coup de rembourser plus vite l'hypothèque si les taux augmentent encore une fois. OK, c'est bon à noter pour le futur. Ouais. Et dernière petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses des assurances vie temporaires? Euh, Ça peut être très bon exemple pour remplacer une assurance vie sur une hypothèque. Donc là, je ne sais pas si vous aviez pris une assurance vie avec, je pense que c'était avec Desjardins, tu as dit que tu faisais affaire? Non, nous, on a vraiment pris des assurances temporaires, 10 ans, et on a pris, parce qu'on n'avait pas encore d'enfants, donc en Ouais. prévision de réajuster quand on aurait des enfants. Puis Ouais. on a pris chacun une assurance permanente assez jeune, puis je suis fière OK. d'avoir fait parce que ça coûte moins cher, je pense, là. Ben oui. Euh, donc, c'est ça, ouais. Donc, je te dirais, la temporaire, elle est bonne pour remplacer parce que quand tu prends une hypothèque, donc, exemple, j'ai une hypothèque de 300 000, la banque va te proposer une assurance vie là-dessus que si jamais tu décèdes, ça rembourse le solde hypothécaire. La seule problématique avec ça, c'est que c'est une prime que tu vas payer, mais sur un solde qui va diminuer vu que c'est une hypothèque. Donc, l'avantage de l'assurance vie temporaire, c'est que tu vas pouvoir t'assurer pour un montant fixe, pour une durée fixe. Donc là, tu peux le mettre sur, exemple, la durée de l'hypothèque. Fait que là, tu peux te protéger avec 300 000 sur une durée, exemple, de 20 ans ou 25 ans. Elle coûte moins cher, de un, fait que ça, c'est un gros avantage. Puis de deux, tu es protégé sur le même montant toute la durée. Donc, elle est beaucoup plus avantageuse que l'assurance hypothèque. Fait que je te dirais dans ce contexte-là, où tu as une dette, fait que là, tu veux te protéger pour une durée temporaire, là, ça peut être bon. Mais ça peut être bon exactement comme vous avez fait, d'avoir une assurance vie permanente aussi à côté, ou une assurance vie salaire au travail, pour ceux qui ont une assurance au travail collective,
qui te protège pour un autre montant, mais lui, c'est toute ta vie, là. Donc, moi, je dirais, même s'il y a une assurance vie au travail, ça peut même être bon d'avoir à côté, parce que si tu perds ton emploi, ben, tu n'es plus assurable. Donc là, il faut trouver une autre assurance. Toi, l'avantage, c'est que tu l'as pris très jeune. Fait que là, si vous changez d'emploi, si la personne change d'emploi, par exemple, puis qu'elle n'est plus assurable ou son état de santé a changé, l'âge, donc là, c'est des facteurs qui font en sorte que la prime va être beaucoup plus élevée si on la prend plus tard. Donc prendre une assurance vie permanente, puis temporaire pour se protéger dans un contexte d'hypothèque, par exemple, ça peut être très, très bon, là. Super! Hey, mon Dieu, tes conseils sont vraiment bons. Puis Ah, merci. j'invite les gens qui ont écouté la vidéo à aller suivre son groupe L'argent ne dort jamais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Youssef publie fréquemment. C'est une communauté qui est très, très, très active. Alors, si vous voulez avoir des conseils finances, placement, budget et son application aussi, elle est super intéressante. Alors, merci beaucoup. Hey, merci à toi. Puis toi, si tu veux parler pour finir un peu là, de ce que tu fais, puis ce Bien qui nous sûr. attend prochainement. Oui, oui, ce qui nous attend prochainement, c'est que les menus économes que je fais vont être disponibles sous forme d'abonnement mensuel ou 4 mois. Donc, bientôt, mon site internet misséconome.ca va voir le jour. Fin septembre environ, restez à l'affût. Vous pouvez vous abonner d'ici là à mes infolettres et aller regarder ma page Marilyn Miss Active et Économe sur Facebook. Super. Ben, je te remercie beaucoup, Marilyn, pour ton temps. Puis, Merci à toi. on se parle bientôt pour d'autres choses. Merci. Cool. Au revoir. Au revoir.